Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, pour débattre avec Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, vice-président des Républicains, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve également tous les mardis dans le Grand Matin Sud Radio pour l'édito politique. Et François Coq, vous êtes enseignant, essayiste et auteur de l'Impératif démocratique. Alors, petit changement aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le zapping tout à l'heure, mais c'est un zapping assez politique. Donc Gilles Gansman est avec nous et va vous faire écouter ce qu'il a retenu de ce qui s'est passé hier et de ce qui a été dit. On vous écoute, Gilles. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Vous savez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a annoncé un Beauvau de la sécurité. Il faut dire que l'image de la profession a bien changé, comme le confiait Olivier Varlet, secrétaire général UNSA Police. C'était sur LCI. Chaque jour, plus de 10 000... Moi, mon père était policier. Il avait comme rêve que je rentre dans la police. Aujourd'hui, je rêve pas que mon fils fasse une carrière dans la police nationale. C'est un métier qui devient tellement dangereux et tellement compliqué que voilà, on a énormément de mal à recruter aujourd'hui. Il y a plus d'envie tant qu'on redonnera pas des lettres de noblesse à ce métier-là. Aujourd'hui, il y a une banalisation de l'agression du policier. On monte des guet-apens contre les policiers, on les agresse, on tente de les brûler, on les poignarde. Et hier, Quotidien était au cœur des Black Blocs dans la manifestation contre l'article 24. Vous allez voir, Valérie, que dans cette manifestation qui était censée défiler donc contre cet article qui régule la façon de filmer les policiers, eux, quand on les filme, les Black Blocs, eux, ils sont pas d'accord. Les Black Blocs, ils sont pas très pro-journalistes, hein, ils aiment pas nous parler. Non, pas trop, non, mais voilà, bon, après voilà, faut pas non plus... Dégage ta caméra, là. Tu viens dans le bloc pour filmer, tu veux quoi encore? Tu veux quoi encore? Tu veux qu'on casse ta caméra? Dégagez vos caméras d'ici, là. Eh oui, on peut pas filmer tout le monde apparemment, Valérie. Colère sur LCI de Robert Sebag chez Brunet. Il ne comprend pas que l'on soit pas pour le vaccin qui a sauvé tellement d'humains. Colère froide. Aujourd'hui, la peur des vaccins a remplacé la peur des maladies. On a oublié quand même que l'élimination d'une maladie, c'est le seul exemple dans l'histoire, c'est la variole, c'est la vaccination. On va arriver à l'élimination de la poliomyélite grâce au vaccin. On a oublié la diphtérie, on a oublié le tétanos, on a oublié un certain nombre de choses et c'est grâce au vaccin. Il faut rappeler absolument ça. Avec le Covid-19, c'est la seule solution que nous ayons aujourd'hui. On n'a pas de traitement de la phase virale. La seule solution, ça sera le vaccin. Et pour vous et vos chroniqueurs et vos éditorialistes, Valérie, j'ai un petit cadeau, une petite sucrerie pris la main dans le sac dans le grand jury RTL LCI, Marlène Schiappa. Et comme par hasard, vous allez voir, elle a un trou de mémoire quand on lui parle de son cabinet qu'elle a composé elle-même. Dans ce cabinet, Valérie, vous savez quoi? Il n'y a presque pas de femmes. Et sur vos 13 conseillers dans votre cabinet, Marlène Schiappa, aujourd'hui, il y a seulement 4 femmes. Alors d'abord, le chiffre n'est pas bon, première chose. Ensuite, je vous le disais... Je suis allé sur votre syndicat de votre cabinet aujourd'hui. Alors peut-être qu'il n'est pas mis à jour. C'est très possible. Je vous invite. Alors, donc c'est combien sur 13 alors rectifié pour nous? Écoutez, honnêtement, là, j'ai pas le chiffre exact en tête. Bon. On peut vérifier, chacun regardera. Elle n'a pas le chiffre exact en tête, donc on a vérifié d'abord sur le site. Et donc c'est LCI qui a raison, effectivement, 4 femmes sur 13 personnes qui l'entourent. Mais elle dit... ça n'est pas à jour. Donc on les a contactés cet après-midi. Réponse en fin de journée. Bonjour. Il y a un recrutement d'une conseillère femme en train de se finaliser, d'où l'hésitation sur le nombre. Donc au lieu de 4 femmes sur 13, en fait, ils seront 5 sur 14. Voilà, le son a été lancé rapidement, mais vous avez reconnu, c'était Quotidien qui a également levé ce loup de Marlène Schiappa, qui ne sait pas combien elle a de gens dans son équipe. Je sais pas. Combien de filles surtout, combien de femmes? Oui, combien de filles? Je sais pas. Moi, assez étonnant. Une réaction les uns les autres à ce que vous venez d'entendre dans ce zapping, ce qui a retenu votre attention. Gilles Platret, je vous vois sourire. Non, je souris pour Marlène Schiappa, mais c'est un sujet inépuisable de détente, Madame Schiappa. Donc, vous en avez relevé un nouvel épisode ce matin. Non, là où ça me fait un peu moins rire, c'est évidemment ce cri du cœur d'un policier qui dit finalement notre profession est complètement dévalorisée, parce que c'est ça qui se joue en réalité. Vous avez des femmes et des hommes qui sont engagés dans un métier qui pourrait être un métier, qui devrait rester un métier de passion, la passion de la République, et finalement qui est en train de devenir, parce qu'il est attaqué, mais vraiment au sens littéral du terme, un métier à repoussoir. Donc là, il y a un vrai enjeu, parce qu'on parle souvent on en reparlera sans doute tout à l'heure, on parle souvent des relations difficiles entre
la police et la population, et l'image de la police par la population, quelle est l'image que la police se renvoie à elle-même? C'est-à-dire, en gros, si le métier est trop dévalorisé aujourd'hui, s'il ne se sent pas soutenu, on risque d'avoir une crise de vocation, et là, ça serait absolument terrible. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, quand vous avez des crises de vocation dans certains secteurs qui sont tellement importants pour la vie de la nation. Je pense à certains secteurs, des infirmiers en particulier. Donc voilà, on a un vrai sujet de considération de la police, et c'est là où elle a vraiment besoin d'un soutien. Encore une fois, on en reparlera tout à l'heure, je ne vais pas développer. On va en parler à propos du mais c'est quand même, voilà, c'est ce qui me touche en tout cas dans votre zapping. Voilà. Quelqu'un voulait réagir sur un sujet? Moi, c'était aussi sur Marlène Schiappa, qui est quand même emblématique de ce quinquennat. C'est une influenceuse devenue ministre qui utilise tous les moyens de communication politique sans jamais finalement agir. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup, elle parle beaucoup, elle est partout et elle ne fait rien. C'est formidable. Alors, moi, je voulais pas faire ce coup de gueule l'autre jour, mais quand elle est arrivée en retard à l'Assemblée, elle s'est fait très très violemment reprocher son retard, peut-être de façon très violente. Moi, c'est son excuse d'un enfant malade qui m'a un peu heurté. Alors, j'ai vu tout le monde dire oui, c'est dégueulasse de reprocher son retard parce qu'elle a un enfant malade, mais moi, qui suis féministe, je ne trouve pas que de donner l'argument de l'enfant malade soit quelque chose de bien pour les femmes. C'est-à-dire que si on veut être une femme à l'égal d'un homme, je dis pas qu'on n'est pas mère et qu'on cumule pas les emplois, mais je n'aime pas cet argument-là qui est, je trouve, un peu facile. Surtout quand on est ministre, c'est pas les excuses qui manquent. Oui, non, absolument. Mais je n'aime pas que d'une manière générale, une femme donne l'exemple de l'excuse de son enfant malade pour être en retard ou pour ne pas venir travailler. Voilà. On y va et on se retrouve avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va parler évidemment du Beauvau de la sécurité. Pourquoi faire? On va parler de ces fêtes de fin d'année qu'on nous demande de sacrifier d'une certaine manière avec un déconfinement menacé. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec aujourd'hui Gilles Plattret, maire de Chalon-sur-Saône, vice-président des Républicains, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et François Coq, enseignant, essayiste. Vous avez publié l'impératif démocratique. Parmi les sujets que nous allons tenter de traiter, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, le déconfinement est-il menacé? Vous l'avez entendu hier, Jérôme Salomon dit que nous n'atteindrons pas ce chiffre de moins de 5000 cas de contamination. Donc faut-il sacrifier les fêtes de fin d'année pour éviter une troisième vague? Et puis Beauvau de la sécurité, pourquoi faire? Moi je me pose la question, je pense qu'on sait très bien ce qu'il faut faire, mais on va en reparler. Petit tour de table rapide sur vos coups de cœur, vos coups de gueule. François Coq, on va commencer avec vous. C'est un coup de cœur oui, un coup de cœur, c'est surtout un petit éclairage suite à la mort de Chuck Yeager. J'ai pas pour habitude. Chuck Yeager, c'est le premier homme supersonique qui a franchi le mur du son, et j'ai pas pour habitude d'encenser ces héros américains, mais force est de constater d'abord que ça a été un moment important, et ça a représenté un saut scientifique qui a permis ensuite d'aller sur des technologies qui sont devenues des technologies du quotidien aujourd'hui dans l'aviation et le reste. Mais surtout, ce que je note, c'est que les Américains ont su construire autour de Chuck Yeager, mais autour de beaucoup d'autres personnages, des formes de saga et qui ont eu une capacité d'entraînement du pays sur le moment et a posteriori. C'était le cas pour Chuck Yeager puisque ces découvertes technologiques ont eu lieu au moment en pleine guerre froide et en course aux armements avec l'Union soviétique à l'époque. Mais ensuite, dans les années qui ont suivi, dans les décennies qui ont suivi, l'image, la personnalité, la personne de Chuck Yeager ont été valorisées ensuite. Et ce faisant, les Américains, via des films, via des commémorations, ont su créer une forme de commun et de récit national autour de ce héros, mais autour de ces héros. Et moi, je me dis que des fois, en France, ça nous manque un peu de créer du commun. On a aussi des personnalités de grande valeur dans le domaine scientifique, dans le domaine artistique, dans le domaine intellectuel, où on a des héros du quotidien.
Et finalement, ceux-là sont, je trouve, très vite oubliés, trop vite oubliés, sitôt qu'ils ont œuvré pour le pays. Et ça nous ferait bien, du bien des fois, de nous reconstruire sur autre chose peut-être que ce que font les Américains, mais nous, sur celles et ceux qui portent haut les valeurs républicaines dans ce pays. Ouais. Et qu'en France, on ne sait peut-être pas tout à fait faire la même chose. Alexis Poulain, c'est un coup de cœur? Ouais, alors on va rester dans le ciel, même dans les étoiles. C'est Haïm Eshed, un ancien général de l'armée israélienne, très réputé, professeur, qui a donné une interview au 3e quotidien israélien pour dire que oui, les extraterrestres existent, qu'ils sont en contact avec l'armée israélienne et l'armée américaine, qu'il y a une base secrète sur Mars et que les humains ne sont pas encore prêts à entendre la vérité, que Trump allait annoncer l'existence de ces extraterrestres, de la Fédération Galactique, qui est rentrée en contact avec les humains, mais qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Tout ça est bien dommage et c'est une interview très sérieuse dans un journal très sérieux par un général très sérieux qui dit « J'aurais pas dit ça il y a 5 ans, j'aurais été pris pour fou ». Alors il a 87 ans, vous allez me dire peut-être que bon, il s'est passé des choses depuis, je ne sais pas, mais quand même, c'est souvent qu'on a cette idée, ce fantasme du premier contact avec une civilisation extraterrestre. Ce que certains disaient, les extraterrestres quand même sont pas aussi bêtes pour prendre contact avec une civilisation aussi stupide que la nôtre, ce qui prouve leur existence pour certains, mais voilà, ça méritait d'être souligné. Il y a une pierre qui est tombée en Israël, dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne connaît pas l'alliage. Alors sur la vie, voilà. la vie sur Terre vient pour beaucoup d'éléments minéraux qui proviennent d'astéroïdes. Le bouillon primaire, effectivement, la vie vient des étoiles d'une certaine façon. La combinaison qui fait qu'on peut avoir les chaînes ADN et ARN qu'on a eu pour la vie, effectivement, vient des étoiles. Après qu'il y ait une fédération galactique comme dans Star Trek, je ne demande qu'à voir. Alors si jamais les extraterrestres nous écoutent, s'ils pouvaient aussi donner une interview à Sud Radio, assurer qu'ils sont là, si on pouvait avoir un premier contact avant la fin de l'année, alors ça changerait tout 2020. Moi j'attends ça depuis que je suis tout gamin. Depuis que j'ai vu E.T. au cinéma, j'attends le premier contact. Donc si on pouvait l'avoir cette année, ce serait super, ça changerait complètement la vision que j'ai de cette année. Très bien. Christine Bouillot, coup de gueule, plus sérieux et plus grave. Oui, coup de gueule contre les anti-vax qui aujourd'hui n'ont rien trouvé de mieux que de menacer, voire menacer de mort tout simplement les médecins généralistes en les accusant de participer à un génocide. Alors ça pourrait prêter à sourire si l'affaire n'était pas vraiment très sérieuse parce que on pourrait dire ce ne sont que des menaces, c'est des courriers, c'est des messages qui sont reçus dans les cabinets des médecins généralistes qui, je le rappelle, seront en première ligne pour effectuer la campagne de vaccination. Pourquoi c'est inquiétant? D'une part parce que souvent des menaces même en l'air peuvent se transformer en véritable passage à l'acte. Donc nos médecins n'ont pas à subir, on va dire, les coups de folie. Et je voudrais juste rappeler une chose, mais dans cette histoire de vaccin qui semble tourner aujourd'hui, si on gratte un peu, à la folie pure, avec des médecins ou en tous les cas des scientifiques qui ont pignon sur rue et qui remettent de l'huile sur le feu sur cette histoire de vaccin et de campagne de vaccination contre la Covid-19, c'est qu'il y a un principe de base dans cette campagne-là, c'est que le vaccin ne sera pas obligatoire. Donc les gens feront comme ils le veulent au bout du bout. Donc je trouve qu'il y a une forme d'hystérisation dangereuse qui est pas forcément, je ne sais pas comment ça peut s'arrêter. Chacun y va de son commentaire, mais ces menaces contre nos médecins généralistes qui ne sont là que pour aider les populations, que pour répondre avec les éléments qui seront les leurs à des préconisations sanitaires, de santé, mais au bout du bout, les gens accepteront ou pas de se faire vacciner. Il n'y aura rien d'obligatoire dans cette histoire. Je pense que c'est quand même fondamental. Oui, absolument. Je comprends pas. Il y a un auditeur qui dit les anti-vaccins vite fait pour du pognon, nuance. J'ai lu un chiffre, alors je l'ai pas retenu, je l'avais noté. Vous savez que l'industrie automobile fait, je crois que c'est, je veux dire une bêtise, mais 100 fois plus d'argent que n'en font les labos pharmaceutiques. Je vais pas. Alors peut-être qu'ils font de l'argent effectivement les labos pharmaceutiques, mais ils sont aussi là pour produire des choses qui peuvent nous soigner aussi. Mais si vous voulez pas, elle a raison, Christine, si vous voulez pas du vaccin, n'en dégoûtez pas les autres, quoi. Non, mais c'est comme disait ma grand-mère. C'est vrai que le vaccin a été annoncé par le président de la République comme n'étant pas obligatoire. Maintenant, aux États-Unis, il y a certaines entreprises qui sont en train de réfléchir à le rendre obligatoire pour certains de leurs salariés ou à dire que ce serait un avantage concurrentiel. Aux États-unis, Alexis, ne mélangez pas tout. On n'est pas aux États-Unis. Attendez, laissez-moi finir. Aux États-Unis. Non, mais c'est super grave ce qu'on raconte là. Non, c'est pas super. C'est vous dire qu'il y a quand même un courant de pensée qui voudrait que ce vaccin soit obligatoire. Et puis après, se posera la question du vaccin ou pas en fonction des zones géographiques dans lesquelles on va se rendre.
comme c'est le cas pour si vous voulez pas, si vous voulez pas y aller, si vous voulez pas y aller, vous n'irez pas. Je dis juste, c'est aussi simple que ça. Je dis juste, voilà. Non, mais après, c'est votre conscience. Et vous vous dites, moi, je veux pas aller dans tel pays. J'ai vu que l'agence, c'est la ligne Qantas qui a dit qu'elle exigerait qu'il y ait le vaccin. Si vous voulez pas aller en Australie et prendre Qantas, si vous voulez pas faire le vaccin, c'est votre choix. C'est chacun décide. Il y a des pays dans lesquels vous allez où vous prenez des vaccins contre le palu. Vous avez aujourd'hui des campagnes de vaccination qui se passent sans problème et sans heurts. Il y a une forme d'hystérisation autour de la Covid, ce qui est assez fascinant. Ce sont les mêmes en plus qui hystérisent ça et qui voulaient prendre de la chloroquine sans même de recul sanitaire. Donc il faut alto. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait. Mais je pense qu'il y a une forme de danger qui est colossale, parce que parmi les risques de cette pandémie qui sont classés par l'OMS, ça en fait partie. On va dire cette réticence à se faire vacciner. Mais après, au bout, ça reste la liberté individuelle de se faire vacciner ou pas. On va en reparler. Je vais donner la parole à Gilles Plattret pour son coup de gueule qui va nous permettre d'enchaîner sur le débat autour d'un Beauvau de la sécurité. Moi, j'avais juste un étonnement, on va dire, pour rester dans le politiquement correct, autour de France Inter, de Radio France, qui refuse une publicité pour l'œuvre des Chrétiens d'Orient parce qu'elle contient le mot chrétien. La radio avait déjà diffusé 5 campagnes payantes pour l'œuvre des Chrétiens d'Orient qui aident les chrétiens en Terre Sainte, mais elle invoque pour ce Noël la neutralité du service public. Alors j'ai entendu tout à l'heure un évêque dire que les choses étaient en train de s'arranger, mais la question va se poser également pour France Télévisions. En aucun cas ce n'est du prosélytisme, c'est aider des gens qui certes sont chrétiens, mais qui sont eux en difficulté. Donc je pense que le service public a parfois moins de pudeur de gazelle, comme diraient certains, pour certaines publicités. Voilà, c'est dit. Gilles Plattret, votre coup de gueule. Oui, coup de gueule sur le choix de la parole présidentielle. On a un président de la République qui sans doute parle plus que l'ensemble de ses prédécesseurs. Très honnêtement, je pense qu'on est monté. Alors c'est l'époque qui veut ça aussi. C'est pas simplement Emmanuel Macron, mais sur une parole qui se disperse pratiquement quotidiennement. Alors, sauf si j'ai pas assez prêté attention, je n'ai pas entendu de parole présidentielle, en tout cas forte, sur ce qui s'est passé samedi dans les rues de Paris. Et ça me choque un petit peu. Alors, évidemment, on peut dire il ne faut pas que le président parle sur tout, mais il y a quand même eu 2 choses à Paris. D'abord, il y a eu une manifestation qui a voulu dire quelque chose contre l'article 24. Et puis, en marge de cette manifestation, comme à chaque fois, il y a de nouveau des centaines de casseurs anarchistes qui sont là uniquement, ou nihilistes, je ne sais pas comment il faut les appeler d'ailleurs, qui sont là pour oui, et qui forment de la violence et qui prennent les policiers pour cible et qui brûlent et qui pillent. Je pense qu'on est allé, me semble en tout cas, d'après ce que j'ai cru comprendre, qu'on est monté quand même d'un degré avec vraiment des attaques de bâtiments très ciblées. Ça aurait mérité, je pense, quand même un petit mot, un petit tweet. Ça coûte pas cher et ça aurait surtout remis la situation en perspective, c'est-à-dire que nous sommes dans une époque de violence qui monte, mais pour ça, faudrait-il encore que le président de la République, la veille, ne casse pas du flic dans ses interviews abruptes. On en reparlera. On en reparlera dans un instant avec vous et vous l'avez sûrement entendu dans le journal, un policier a été grièvement blessé cette nuit en Seine-et-Marne après un contrôle routier. Il était à pied, son pronostic vital est engagé. On reparlera effectivement de tout cela juste après la pub dans quelques secondes. C'est avec nous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Alors ce policier qui a été blessé par une voiture de la BAC qui contrôlait une autre voiture et qui a accidentellement heurté ce policier. Parlons donc de ce Beauvau de la sécurité. Pourquoi faire? Il y a un Grenelle de la police qui avait été évoqué par Emmanuel Macron et il a décidé en janvier d'un Beauvau de la sécurité sur une réforme de la police avec des représentants des forces de l'ordre, des élus, des citoyens. C'est ce qu'il a annoncé mardi dans l'AFP. Il a dit « J'y interviendrai personnellement ». Alors pour commencer sur une note
un petit peu plus, on va dire, humoristique. Écoutez ce que Ségolène Royal disait ce matin à propos de ce Beauvau au micro de Patrick Roger et Cécile de Ménibus dans le Grand Matin Sud Radio. C'était l'invité politique. Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'adresse du oui, mais quand vous aviez dit Grenelle de l'environnement, vous et puis d'autres Grenelle, ça remontait, vous voyez, depuis 68, on a entendu Grenelle, donc Grenelle, c'était plus une adresse. Le Grenelle, vous voyez, dans l'écho de ce mot, ça voulait dire quelque chose. C'était déjà, d'ailleurs, pas très clair au départ, le Grenelle. Mais vous voyez, dans le fin fond de nos campagnes, vous pensez que les gens Beauvau, ils savent que c'est qu'un veau, un veau qui est beau. Mais, donc vous voyez, même dans la formulation des choses, on voyait déjà ce matin sur les réseaux sociaux, les gens ne comprenaient pas. Moi j'aurais dit une assemblée générale, vous voyez, une réunion citoyenne. Voilà. Donc, vous, les ploucs qui n'habitez pas Paris, vous ne savez pas ce que c'est la place Beauvau. Vous n'avez jamais entendu parler de la place Beauvau. Et quand on dit Beauvau, vous comprenez un veau qui est beau. Alors, elle se fait évidemment éreinter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller revoir la vidéo sur le compte Twitter de Sud Radio et sur Facebook. Il y a beaucoup de réactions, effectivement, de gens qui se sentent insultés. Alors, c'est vrai que quand on a des politiques comme ça, on est un petit peu interloqué. J'étais en plateau ce matin et c'est vrai que Ségolène Royal est une bonne invitée de matinale parce qu'elle a toujours une phrase idiote à sortir. Et quand même, cette dame qui n'est plus rien, qui a maintenant 4 ou 3 retraites cumulées de conseil général et autres, continue à essayer d'exister en faisant des petites phrases avec un mépris évident. Et j'ai envie de dire, prendre les gens pour des cons, c'est un métier. Et je crois qu'elle commence à perdre un peu les ficelles. Ça commence à se voir, c'est vraiment ridicule. Et je vois pas l'intérêt en fait d'essayer de se transformer en Madame Michu. Ça passe pas. Elle est énarque, on la connaît depuis longtemps. Elle a son passif. Donc je ne sais pas à quel jeu joue Ségolène Royal aujourd'hui. Alors elle dénonçait elle a dit dans cette même interview ce matin que j'ai écouté également, nos politiques ne sortent pas faire leurs cours. S'ils sont déconnectés, ils sont dans les hautes sphères. Tout comme elle. C'est génial. Gilles Platret, ça vous inspire quoi ? Je sais pas, enfin c'est confondant. J'ai l'impression il faut peut-être réagir par l'humour là parce que c'est tellement nul. Je pense qu'on est passé de la bravitude à la gravitude quoi. Voilà, c'est grave. Elle est grave quoi, Ségolène. Bon après, je pense que à un moment donné, on est quand même en capacité dans ce pays à employer des expressions. Le problème, c'est pas d'appeler le Beauvau. Le problème, c'est de savoir ce qu'on va y mettre. C'est ça le sujet. Donc, nous en faire des tartines. Y mettre, est-ce qu'il va en sortir ? C'est quand même complètement dilatoire. Oui, et Christine, vous avez raison, y mettre, est-ce qu'il va en sortir ? Parce que c'est souvent ça, hein, c'est un artifice, c'est Grenelle, c'est Beauvau, c'est plateformes, c'est conventions, c'est ce que vous voulez. Pour calmer tout le monde et il en sort assez rarement c'est une technique. C'est une technique politique usée depuis plusieurs dizaines d'années. C'est pas nouveau. Ce qui est pas nouveau, ce qui est inquiétant, c'est alors effectivement, je rejoins Gilles Platret, on pourrait en rire. Sauf que ce que dit Ségolène Royal, elle dit ça sur le ton de l'humour. Elle fait un trait d'humour qui lui appartient. Je pense pas. Je pense qu'elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Alors c'est embêtant. Mais ce que je veux dire sur un sujet aussi grave, parce que là aujourd'hui, il y a une vraie fracture entre le pouvoir et sa police. Il y a des manifestations sur les réseaux sociaux. On voit bien qu'ils sont aujourd'hui, il y a 2 camps clivants. Je reste persuadée qu'il y a une partie de la population qui fait confiance à sa police, et il y a une partie de la population qui a une problématique avec les forces de l'ordre. Parce qu'on est dans une situation on va dire, de grande tension. La maladresse de Macron, d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir adressé un message à la jeunesse via l'émission Brut, dans une interview qui était un peu confuse, moi j'ai trouvé, parce que il était sans arrêt interrompu pour répondre à des questions et qu'on lui fasse dire qu'il y avait, entre guillemets, des violences des policiers, parce qu'il n'a pas dit des violences policières, il a dit des violences des policiers. Et donc aujourd'hui, ça met le feu aux poudres parce que, et à juste titre, il y a des policiers qui ne comprennent pas. Mais que s'est-il passé en l'espace de 5 ans ? Où on applaudissait les forces de l'ordre après les attentats Charlie, où on était debout dans la rue à dire qu'on aimait nos policiers. Il y avait même une chanson de Renaud, J'ai embrassé un flic. Et aujourd'hui, qu'il soit à ce point vilipendé et qu'il faille réunir tout le monde autour de la table, des citoyens, des associations, pour dire et redire finalement tout ce qu'on sait déjà. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème d'autorité ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de politique ? Est-ce qu'il y a un problème de moyens ? Un problème de formation ? Je pense que le constat
tout le monde le dresse. Donc je ne sais pas ce qu'on va mettre dans ce Beauvau. C'est un machin encore, non? C'est encore un machin. Pourquoi pas un numéro vert? Mais il y a des numéros verts. Alors attendez, François Coq ne s'est pas exprimé sur le sujet, sur ce Beauvau. Ouais, pas sur Ségolène Royal, parce qu'on a commencé par Marlène Schiappa, on enchaîne avec Ségolène Royal. Bon, ça suffit, l'abaissement de la politique. Ceci étant, Ségolène Royal a ça de plus que Marlène Schiappa, qu'elle a parfois des intuitions. Alors après, elle raconte n'importe quoi. Mais dans ce que dit Ségolène Royal, il y a quand même le fait qu'à un moment donné, ce gouvernement se prend pour un tour opérateur. Il nous fait faire le tour de Paris. Il nous fait le Ségur de la santé, il nous fait le Grenelle, il nous fait le Beauvau de la sécurité. Et à un moment donné, ce qui se cache derrière, c'est que tout ça sont des réunions sur un secteur en particulier, pris par le petit bout de la lorgnette, à qui on va mettre un sparadrap sur le secteur concerné, sans qu'à un moment donné, on s'attaque au problème de fond, qui est qu'à un moment donné, ce pays est un pays en état d'émiettement et qui a besoin d'une refondation républicaine de la société. Ça, c'est pour la méthode du gouvernement. Sur le fond, on ne joue pas impunément avec les principes républicains et avec l'ordre républicain, et ça, Emmanuel Macron est en train de l'apprendre à ses dépens. Effectivement, moi, samedi, j'ai vu une police qui était immobilisée, qui était pieds et poings liés. L'État était pieds et poings liés parce que, à force d'avoir instrumentalisé les forces de sécurité, le gouvernement a fait en sorte que aujourd'hui, elles soient obligées de mettre l'arme au pied. C'est ça qui s'est passé ce samedi quand les casseurs ont eu libre cours de faire ce qu'ils voulaient faire pendant la manifestation et en profitant pour discréditer le message de toutes celles et tous ceux qui manifestaient. Et ils étaient le grand nombre, ils étaient l'immense majorité. Ça veut dire que d'un côté, on a une police qui est décrédibilisée. De l'autre côté, on a des casseurs qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est le chaos qui résulte de la manière dont sont gérées les affaires depuis 2 ans maintenant, depuis le mouvement des Gilets jaunes, dès lors que les forces de l'ordre ont été et sont devenues les forces du désordre parce qu'elles ont reçu les consignes de devenir cela. Eh bien moi je ne suis pas d'accord pour que notre police républicaine cesse de l'être et ne puisse plus remplir, parce qu'aujourd'hui c'est le stade où elle en est rendue, ne puisse plus remplir les missions qui sont les siennes. Et ça on le doit à la manière dont tout cela a été géré politiquement depuis 2 ans, et il va falloir sacrément du travail pour reconstruire cela. Et je ne suis pas sûr que celles et ceux qui ont été les auteurs de cette décrédibilisation des forces de l'ordre, de la sécurité et de la sûreté dans ce pays sont les plus à même pour refonder les choses. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je pense que systématiquement, quand il y a un problème, Emmanuel Macron dit tout et son contraire. C'est le principe du en même temps. Donc il fâche et puis après il cajole, il essaye de survivre sur une ligne de crête qui ne fonctionne plus. La République en marche est à l'arrêt de toutes les élections intermédiaires l'ont montré. Et là on voit bien que à chaque fois c'est un numéro vert et un grand blabla. Et là c'est le Beauvau, donc un grand blabla pour les policiers en essayant de dire bon, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Mais tant que finalement la politique choisie par Emmanuel Macron est une politique de la violence, non pas dans la rue, mais dans les lois, réforme des retraites, pas de charge, décrets systématiques, etc., qui mettent les gens dans la rue, on arrive effectivement où les policiers sont fatigués d'être tous les week-ends à être dans la rue pour faire des lois. Et puis, arrive la crise du Covid, et là, on a des trucs dingues comme cette amende pour une dame de 73 ans à Vesoul qui avait mal rempli son auto-autorisation de sortie. À un moment, je faut arrêter, je voudrais juste citer le préfet Jean Benedetti, qui était un préfet dans la Résistance, qui disait: les lois, les règlements ne valent que par l'esprit avec lequel ils sont appliqués. Rien ne paraît plus odieux que l'exercice rigide et implacable d'une administration anonyme et insensible à la personnalité de l'être. Et je crois qu'on est là-dedans. On ne parle plus d'humain. On est en train d'appliquer des lois idiotes, folles même, sans réfléchir, et les policiers en souffrent les premiers. On ne rappelle pas, il veut faire un Beauvau, mais le taux de suicide dans la police nationale, le manque de matériel, le manque de considération vis-à-vis des forces de l'ordre, qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont à la fois mal aimés des populations et maltraités par leur hiérarchie. Et ça, c'est pas un Beauvau qui va changer les choses, c'est qu'à un moment, on doit remettre du bon sens, de l'humain, sur la façon dont on applique les lois. Et quand les lois sont stupides, on arrête. Ça sert à rien de continuer à appliquer des doigts idiotes. Donc je crois que là, le ras-le-bol est tel que on a vu la grève du zèle des policiers qui arrêtaient toutes les voitures pour les contrôler en disant on peut jouer au con. Ils le font et ils ont raison, parce qu'à un moment il faut qu'ils montrent que c'est plus possible d'obéir à des ordres aussi idiots.
On y revient dans un instant avec vous, 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On va évidemment parler des fêtes de Noël dont on nous conseille de ne pas les faire. On va y revenir avec un déconfinement menacé. Gilles Platré, je voulais vous entendre, vous intervenez beaucoup sur la sécurité. Est-ce que ce Beauvau vous semble être une bonne idée ou c'est encore un machin? Est-ce qu'on ne sait pas déjà ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on ne sait pas déjà où est le malaise des policiers? Est-ce qu'on ne sait pas déjà tout ce qu'il faudrait changer? Et puis, comment comprendre, alors beaucoup de choses dans cette question, comment comprendre que le président de la République décide de lancer une plateforme nationale pour signaler les discriminations qui fait du en même temps et qui n'envoie pas un signal très positif aux policiers? On sait précisément quels sont les besoins de la police aujourd'hui et les besoins de la population vis-à-vis de la police. Donc, vous savez à quoi ça me fait penser? Enfin, je pense que ça a été dit précédemment, c'est le grand débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans l'impasse, eh bien, on va créer un machin de com et on va faire des tonnes finalement pour faire des choses qu'on pourrait faire sans ça. Et je crois qu'il y a eu quand même il ne faut pas négliger ce qui s'est passé, j'y faisais référence tout à l'heure, avec l'interview accordée à Brut. Je pense que ça a été les mots qui ont été prononcés, même si, comme toujours, Emmanuel Macron ménage la chèvre et le chou, en lui disant que les policiers ont un métier bien difficile, mais il les accuse de faire, une partie d'entre eux, des contrôles aux faciès, et finalement, il ne rejette pas l'expression de violence policière. Donc, ça a été très, très violemment entendu par les forces de l'ordre, et je crois qu'aujourd'hui il s'est rendu compte qu'il s'est de nouveau fâché avec ceux qui gardent la paix et la sécurité en France. Donc cette réponse-là, c'est aussi une façon de dire aux syndicats, attendez, effectivement le président n'a pas été très gentil, mais on va quand même faire quelque chose et on va le faire d'une manière avec le maximum de publicité. La France est en train de mourir de ça. On meurt de la communication et on meurt de la bureaucratie. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Ce pays est suradministré, il n'y a plus d'humanité. Et il faudrait peut-être juste redescendre, et c'est un élu local qui vous parle, redescendre sur le terrain pour voir comment les choses se passent. Nos forces de l'ordre aujourd'hui ne sont pas suffisamment équipées pour répondre aux défis et à la violence qui monte. On pourra nous dire ce qu'on veut. Depuis des années et des années, la violence n'a fait que monter. L'autorité publique est remise en cause systématiquement. Les contrôles se passent de plus en plus mal. L'uniforme est de moins en moins respecté. Et pas simplement avec les Black Blocs, parce que ça, c'est la partie très visible de l'iceberg. Il n'est pas respecté, y compris dans la rue, avec des petites frappes qui, aujourd'hui, nient aux policiers le pouvoir qu'ils ont de les contrôler et qui, hélas, ne sont pas assez sanctionnées quand elles agissent comme ça. Donc, je crois qu'on a un vrai problème aujourd'hui. Vous savez, on peut... Et c'est bien légitime, encore une fois, je l'ai rappelé tout à l'heure, on peut manifester contre l'article 24 en disant qu'il porte atteinte à un certain nombre de libertés publiques. Mais si on veut préserver les libertés publiques, il n'y a pas d'autre moyen que de préserver l'ordre public. Si vous ne donnez pas aux policiers les moyens, notamment matériels, de préserver l'ordre public, alors les libertés seront atteintes partout. Et ces moyens sont matériels, mais sont aussi des moyens d'autorité. Ça a été dit, je crois, par Christine Bouillot tout à l'heure, l'autorité publique est remise en cause. Et quand on a le sentiment, quand on est citoyen, qu'il n'y a plus d'autorité qui soit respectée dans ce pays, alors on aboutit à des situations aussi délétères que la nôtre. Donc je ne crois pas une seule seconde que ce Beauvau réglera la question. En revanche, je crois que des moyens supplémentaires sont nécessaires. On nous a annoncé 1 milliard, très bien, c'est un premier pas, mais ça n'est pas suffisant. Regardez l'état des commissariats, regardez l'état d'un grand nombre de voitures. Alors je sais que monsieur le ministre de l'Intérieur a tweeté récemment sur l'arrivée des nouvelles voitures. Et moi, je ne les ai pas encore vues venir à Chalon-sur-Saône. Et je pense qu'il y a beaucoup de maires qui ne les ont pas vues venir ailleurs. Et on a besoin de renforts. Donc aujourd'hui, on a une vraie crise, mais ce n'est pas la crise des policiers, parce qu'ils font leur boulot dans leur immense majorité, dans leur quasi-unanimité. C'est la crise de l'autorité et des moyens pour la faire respecter. Oui, on a une auditrice qui nous dit pourquoi les flics ne manifestent-ils pas, pourquoi n'arrêtent-ils pas certaines de leurs fonctions pour faire bouger les choses. Ça ne tient qu'à un fil. Ça bouge sur le terrain, Valérie. Ça bouge, bien sûr, ça bouge. Évidemment, ils en ont marre. Ils ont manifesté. Je parlais de la grève du zèle quand ils ont contrôlé toutes les voitures. Il y a eu des actions coup de poing. À la fin quand Castaner était encore ministre de l'Intérieur, ils étaient tous les soirs à manifester pour justement demander davantage de moyens. Enfin, ça fait longtemps qu'il y a un malaise dans la police. Et ce que
mais venez de c'est ça, dire est très juste. On sait très bien ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Donc ce sûr, Beauvau est bien un sûr. machin. Mais Ce c'est Beauvau que de est la un com. machin. C'est de la com politique pour passer à autre chose en disant voilà, pendant que vous discutez, on fait comme si on s'intéressait au problème. Ce qu'il faut, c'est de l'argent, des moyens, une revalorisation et puis simplement comprendre le malaise de ce métier. C'est un moyen, c'est une stratégie politique aussi, parce que ça veut dire que vous demandez aux syndicats de policiers de venir. S'ils viennent pas, ils vont jouer. On va leur dire vous jouez la politique de la chaise vide. Donc c'est un moyen politique quand même d'éteindre un conflit, de sortir d'une impasse politique. Là aujourd'hui, il y a véritablement une tension qui s'est créée. Et alors très étonnamment, parce qu'on est parti quand même dans cette histoire, c'était l'article 24 quand même sur les libertés. Le point de départ, c'est ça. Donc on voit bien à quel point les choses s'accélèrent, les choses peuvent prendre des virages à 180 degrés là où on ne les attendait pas. Il y avait véritablement, on va dire, un nouveau ministre de l'Intérieur qui était là pour amadouer les policiers, en tous les cas pour leur dire qu'on les avait compris, qu'il y avait un besoin d'autorité, etc. Enfin, il y avait vraiment un schéma politique qui était inscrit. Et là, aujourd'hui, on est sur une autre stratégie et ça a changé en l'espace de 2 mois. Donc, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas le seul dossier. On peut parler l'exemple du dossier suivant, celui de la gestion de la Covid. Donc, on voit à quel point, on va dire, au sens large, diriger aujourd'hui un pays comme la France, ça devient extrêmement compliqué s'il n'y a pas une ligne directrice qui nous amène quelque part. C'est comme ça que je vois les choses. Et qu'on ne voit pas vraiment pour l'instant. Je voudrais qu'on parle également donc de l'actualité du Covid, un déconfinement menacé, la décrue de l'épidémie ralentie. Les autorités donc pourraient suspendre le retour à un simple couvre-feu prévu le 15 décembre. Hier, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a dit malgré tous nos efforts, le risque de rebond épidémique est élevé. Non seulement le nombre de contaminations ne diminue pas, mais il est particulièrement élevé chez les plus de 75 ans. Et donc le nombre de cas établi autour de 5000 par jour, qui était une sorte de chiffre test, ne sera pas atteint. Donc il va falloir encore changer ce qui avait été prévu. Jérôme Salomon évoque lui non pas un relâchement, parce qu'ils ont bien compris que de dire aux Français oui c'est un peu de votre faute, ça marchait pas. Il évoque l'hiver, les basses températures propices à la propagation du virus. Ça on l'avait pas prévu du tout qu'il allait faire froid au mois de décembre. Donc voilà. Donc je sais pas qui veut commencer là-dessus. Effectivement, on voit que il y a un rebond de l'épidémie très clairement. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de confinement. Ce deuxième confinement, c'est une vaste blague. On a continué avec la paperasse folle, l'auto-autorisation, etc. Les écoles sont restées dites-le ouvertes. au resto et aux cafés qui ne sont pas confinés. Mais bien sûr, Alexis, c'est là où je voulais en venir. On peut pas dire qu'il n'y a pas de confinement. Attendez, laissez-moi finir. On a flingué des commerces, l'économie française et européenne est à genoux, et ça pour longtemps, mais on n'a pas du tout endigué la crise sanitaire. Et rien ne prouve d'ailleurs que les confinements ont été utiles. Peut-être le premier encore, parce qu'il était total. Mais ce faux confinement, c'est-à-dire qu'on a fait fermer les restos, on a fait fermer les bars, on a obligé à des couvre-feux, on a fait fermer les commerces, on a fait fermer des rayons dans les grandes surfaces parce qu'on n'avait pas le droit d'acheter des vêtements à son enfant de plus de 18 mois. Ça, c'est un souci c'était n'importe quoi. Et sanitairement, c'était n'importe quoi. Et aujourd'hui, on nous dit, les chiffres sont pas super, donc on va voir comment on peut faire. Mais on va pas annuler Noël, mais faites attention. Et on nous prépare déjà une 3e vague en janvier, évidemment, parce qu'on n'en sortira pas. Et vous avez les devins du Covid, Jacques Attali dit jusqu'en juin, ça va être difficile, après ça ira mieux. Karine Lacombe dit en septembre, ça ira mieux. Le vaccin va arriver là au milieu. Mais la gestion sanitaire depuis mars, et disons-le tous en cœur, elle est lamentable. Et la façon dont ça a été géré par les autorités, mentir sur les masques. Mais non, mais attendez, mais moi c'est pas non mais regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Allemagne, regardez ce qui se passe en Allemagne. On peut pas dire qu'on soit parti, enfin qu'on a été mauvais, certes sur un certain nombre de choses. On a été mauvais comme les autres. Non, mais c'est pas une excuse. On a été mauvais comme les autres. On a peut-être plus menti que les autres, là où les autres s'organisaient. Et surtout, mais moi, ce qui me choque, en Europe particulièrement, ou aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de planification.
on cherche pas à planifier, on cherche pas à rendre intelligent. Là, il y avait une planification, Alexis. On demandait un cap au président de la République. Il avait dit voilà telle date, le 15, après le 20. Non, mais c'est sur des projections, c'est sur des machins. Mais au final, le fait de dire la rentrée n'a pas été planifiée, les écoles, le fait de demander des demi-classes, c'est depuis le début qu'on demande ça. Blanquer n'a rien fait. Le coup des masques, c'est quand même dingue. Comment voulez-vous croire la parole politique après le coup des masques? En disant non, mais c'est la faute à l'OMS, c'est la faute au comité scientifique. Non, il n'y en avait pas, donc c'était pas utile. Rappelez-vous les rires de Sibeth Ndiaye sur les plateaux. Non, mais arrêtez avec le masque. Alors que les soignants en demandaient, ils en manquaient. Ça fait mois. La pénurie, en fait, on ne fait que gérer la pénurie depuis le début. Et vous savez, je dis pas qu'il n'y a pas de solution miracle. Même en Corée du Sud, où ils sont très bons, ils sont en train de remettre des couvre-feux, etc. C'est évidemment que ce virus, il existe et c'est très difficile de lutter contre. Mais maintenant, arrêtons de demander l'impossible. Si c'est pas possible, on le fait pas. On attend le vaccin et puis voilà. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On va dire non, mais c'est là où ça devient difficile, parce qu'après c'est une question d'acceptabilité des mesures. Si vous demandez aux plus de 75 ans de rester chez eux, ça va pas marcher. Et pourtant c'est une des mesures qui était envisagée, mais on ne peut pas le faire. Mais il n'y a pas que aujourd'hui qui sont contaminés. Alors, on va faire tourner la parole, François Coq, sur ces mauvais chiffres. D'abord, en matière sanitaire et de santé, toujours, normalement, c'est le diagnostic qui est important. Quand hier, j'entends le cabinet d'Olivier Véran dire que tout ça est dû à un relâchement des comportements, que quelques heures plus tard, Monsieur Salomon dit, lui, ah non, ça n'a rien à voir avec un relâchement des comportements. On n'est pas du tout devant un relâchement. Ce sont ces termes exacts. Déjà, ça veut dire qu'il y a un problème de diagnostic. Dans la même journée, ils nous ont dit que c'était un relâchement des comportements. Ils nous ont dit que c'était dû à une baisse des températures. Ils nous disent que c'est une vague qui est particulièrement forte en Europe et que donc c'est pas de notre faute. En tout cas, c'est pas de la leur. En tout cas, ce n'est jamais eux. Eux, par contre, ils se sont vaccinés contre la responsabilité politique. Ils se sont construits une immunité collective au sein du gouvernement sur la responsabilité politique. Ça pose un problème parce que ça ne permet pas de poser derrière un vrai diagnostic et donc de tirer des leçons de ce qui a été fait, de ce qui a été réussi et de ce qui a été raté, parce qu'il y a essentiellement des choses qui ont été ratées, comme le premier déconfinement et comme le deuxième déconfinement, de fait, l'est déjà. On le voit aujourd'hui puisque les choses repartent aujourd'hui. Ces gens-là ne peuvent pas se comporter comme ils le font actuellement, comme des VRP et des commerciaux, quand Jean-Baptiste Djebari nous dit qu'il faut réserver les billets de train pour les vacances de Noël, comme Monsieur Lemoine avant lui l'avait dit pour les vacances de Toussaint, en disant allez-y, réservez vos locations. Ce n'est pas l'objet. S'ils voulaient faire ça, il fallait qu'ils fassent des écoles de commerce plutôt que de faire de la politique. Bon, vous me direz, ils ont d'ailleurs fait des écoles de commerce plutôt que de la politique. C'est d'ailleurs peut-être ça en partie le problème. Donc aujourd'hui, il faut commencer à prendre des mesures et des mesures concrètes. Enfin, si on voit que les choses remontent pour les fêtes de fin d'année, tout le monde a conscience que dans l'état dans lequel est le pays, dans l'état dans lequel sont les relations humaines, dans l'état dans lequel est l'âme de chacun d'entre nous, on a besoin de recréer du lien. Comment fait-on pour vivre cette fin d'année correctement? À un moment donné, il faut mettre des choses sur la table. Je ne sais pas, moi. J'ai vu que Noël s'arrête, les fêtes de Noël, en tout cas la période de Noël, le 24 et le 25, c'est 5 jours après l'arrêt de l'école. Alors je sais bien que M. Blanquer dit que l'école n'a rien à voir avec les contaminations, c'est totalement absurde, on connaît ces mensonges, mais est-ce qu'il faut arrêter l'école 2 jours avant? Est-ce qu'il faut faire en sorte de mettre un couvre-feu plus tôt? Est-ce qu'il faut faire tester les gens avant Noël, avant qu'ils se retrouvent en famille, et après Noël, une fois qu'ils se sont retrouvés? Il y a beaucoup de solutions qui sont sur la table. Je n'ai pas les compétences pour dire laquelle est la meilleure, et c'est d'ailleurs sans doute un mélange de ces différentes mesures et de bien d'autres qu'il faut mettre en place. Mais nous, la seule chose qu'on a une vision très manichéenne au sein du gouvernement en nous disant ça remonte, alors on referme tout, et ça diminue, on réouvre tout. Franchement, on a l'impression, et c'est pas simplement une impression, que ce sont des amateurs et qui n'ont toujours pas pris conscience du problème. Oui. Je voudrais répondre à un auditeur qui nous dit, sous prétexte que c'est pire ailleurs, il faut fermer nos gueules quand on voit ce qui se passe mal chez nous. Belle mentalité de loser, c'est pas ça. C'est juste de dire que personne n'a la solution. Que personne n'a la solution. Mais non, même la Bavière, même l'Allemagne qui est toujours montrée, la Bavière est en train d'imposer un confinement. Le Danemark, qui n'avait rien fait jusqu'à présent, a fermé les écoles, a mis un couvre-feu. La Suède est en train de revenir sur la façon de... Personne n'a la solution. Là-bas. Personne. Gilles Plattret, votre sentiment, parce que il y a tout de même un paradoxe qui est là depuis le départ, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent il y en a marre, il y en a ras-le-bol, on nous empêche de vivre, mais les gens respectent malgré tout ces consignes et font attention à leurs proches. Et à Noël, beaucoup de gens se posent la question de savoir
savoir s'ils iront dans leur famille. Donc il y a ce paradoxe. Vous dites ce virus, on s'en fout et on vit comme on veut et on fait ce qu'on veut, ou alors on se protège. Non, je pense qu'il faut. Enfin, vous avez raison en rappelant que les Français sont quand même sacrément responsables. Enfin, moi, je veux bien qu'on pointe à chaque fois des fêtes clandestines qui peuvent se passer, etc. Mais c'est peanuts par rapport à la discipline collective de notre peuple. Enfin, je voudrais juste quand même qu'on arrive, et je le fais un peu comme historien parce que c'est ma formation, à se projeter dans ce qui s'est passé depuis le printemps. On a claquemuré un peuple tout entier, ça n'était jamais arrivé dans son histoire. Jamais une seule fois. Même sous l'occupation, les gens avaient le droit de sortir. Donc, je ne fais pas de parallèle abusif parce que je ne vais pas partir là-dedans, mais je veux simplement vous dire qu'on a tout de même un peuple français qui a été extrêmement discipliné. Oui. Donc, il faut arrêter de nous flétrir en disant que c'est la faute, qu'il y a du relâchement, etc. Il n'y a pas de relâchement. Il y a aujourd'hui des conditions saisonnières qui sont particulièrement favorables à la transmission de tous les virus. De tous les virus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous toussez, vous éternuez et donc vous contaminez beaucoup plus. Il y a quand même quelque chose qui devrait nous alerter. Il n'y a pratiquement pas de grippe cette année. Il n'y a pas d'épidémie de grippe cette année contrairement aux autres. Pourquoi? Parce qu'on fait super gaffe. Donc effectivement, le virus se transmet, mais la grippe se transmet moins parce que tout le monde fait attention. On a réouvert les commerces. Vous savez que ça a été un de mes combats. On a été une centaine de maires à prendre des arrêtés dès la fin du mois d'octobre pour pousser le gouvernement à réagir. Un mois plus tard, les commerces sont rouverts. Moi, j'ai regardé ce qui se passe dans ma ville. Les gens sont super responsables. Les commerçants, de toute façon, faisaient attention dès le départ. Le masque est porté, le gel est distribué à l'entrée, on limite le nombre de personnes. Dans les rues, les gens sont contents de se retrouver, de voir des lumières qu'on a installées, mais il n'y a pas de débordement. Enfin, tout ça est pesé. Et vous avez raison, Valérie, de rappeler que même à l'occasion des fêtes de Noël, aujourd'hui, dans des familles, certains nous disent attention, on va faire attention, on va pas être trop nombreux, on va pas exposer nos anciens, on veut quand même les voir parce qu'ils ont aussi besoin qu'on les voit. Je voudrais juste insister sur ce point parce que je pense qu'on fait collectivement très attention. Bien sûr qu'on ne développe pas encore assez les tests. Bien sûr qu'on a la trouille parce que c'est une vraie peur d'isoler les personnes qui sont contaminées au nom de la liberté publique. Alors que ça pourrait être quand même une idée à explorer. Mais je sais que c'est compliqué. Il y a sans doute des solutions qu'on n'a pas explorées. Nous, on était partisans dès le printemps de multiplier les hôtels Covid pour qu'on puisse accueillir les personnes contaminées le temps que l'espace de contamination passe pour qu'elles puissent protéger tout le monde. On n'a pas exploré assez cette piste et aujourd'hui on la rejette en disant c'est contre les libertés. C'est pas vrai. Ça serait la liberté collective à protéger. Pour autant, je voudrais juste insister sur un point. Et ça, j'en ai fait un point avec les médecins chefs de pôle de l'hôpital de Châlons il y a quelques jours là-dessus. C'est les effets collatéraux de cette crise. Le confinement n'est pas une solution viable à long terme. Pourquoi? Parce qu'il amène aujourd'hui à ce que des gens soient dans des états de faiblesse psychologique, psychiatrique détestable. Dans le pôle mère-enfant de l'hôpital aujourd'hui, qui on voit arriver? Des adolescents avec des problèmes psychiatriques. Et les médecins me disent, on n'a même pas réussi pendant la période de déconfinement de cet été à récupérer toutes les opérations qu'on a déprogrammées au printemps. Donc en fait, on a des gens qui vont pas être soignés et qui vont pas passer sur la table d'opération avec un report d'1 an. Ça veut dire qu'on aura des morts supplémentaires. Ouais. Donc je ne dis pas qu'il faut rien faire. Je dis qu'il faut faire confiance aux Français. Il faut évidemment faire de la pédagogie à un oui, mais ça veut rien dire. Puisque... dire à l'excès ou la saturer, mais il faut arrêter de claquemurer les gens parce qu'on est en train de créer des morts collatéraux qui vont être terribles. Bah oui, donc dans ce cas-là, on dit on arrête le confinement et on verra bien ce qui va se passer. Non, c'est pas ça. Ça serait pas responsable, Valérie. Si on disait ça comme ça serait pas responsable. Mais je vois pas quelle est la solution de l'entre-deux. Je vois pas quelle est la solution. Il faut lever le confinement et insister énormément sur les gestes barrières. On sait très bien que c'est la première des priorités. Quand vous êtes dans la rue, que vous discutez avec quelqu'un, que vous êtes à 1 mètre et que vous avez le masque, vous ne contaminez pas. Il faut le redire. Mais ce qui pose problème, ça va être les soirées de réveillon. C'est que le réveillon de Noël sera le déclencheur du réveillon du Nouvel An. Bien sûr. Et après, vous avez 3 semaines après. Il y a un problème sur les soirées de réveillon. On marque une pause, 0826 300 300. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous allez, vous, auditeurs de Sud Radio, faire pour Noël. Est-ce que vous allez vous faire tester? Est-ce que vous comptez aller dans vos familles? 0826 300 300. À tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Marie-Hélène nous dit, moi je ne fais rien pour Noël ni pour le jour de l'an. Pour info, ma mère elle-même préfère que je ne vienne pas. 8 mois que je respecte tout. Alors quand je vois les manifs du week-end, je suis très en colère, point barre. Et c'est vrai que les images qu'on a pu voir au-delà des manifs, c'est-à-dire dans les magasins, dans les centres commerciaux, ou alors c'était effectivement là aussi un paradoxe où on voyait les magasins qui contrôlaient le nombre de gens à l'intérieur, mais dans les escalators et autres, les gens étaient massés les uns contre les autres. Donc c'est vrai que il y a une sorte d'absurdité totale. On a Gérald en ligne avec nous. Bonjour Gérald, vous nous appelez de Montpellier. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire, vous ? Moi, une, je ne veux pas me faire contrôler, je ne veux pas me faire dépister, et deux, j'irai fêter Noël comme il se doit avec ma famille, mes parents, ma mère, mon père, mes soeurs et mes frères, etc. quoi. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre de cette situation, j'en ai marre qu'on me dise quoi faire, j'en ai marre qu'on me mente. Mais j'ai pas compris, vous allez vous faire dépister ou pas ? Non, pas du tout, je ne vais pas me faire dépister. D'accord. Mais on vous ment sur quoi ? On vous ment sur quoi ? On nous ment, par exemple sur les dépistages, quoi. Un coup, on sait qu'on a beaucoup de faux positifs parce que les cycles qui sont utilisés pour faire découvrir le virus, si on est contaminé ou non, en fait, il est plus haut qu'à la normale. Donc, on va vous trouver en fait des virus qui datent peut-être de 6 mois ou 1 an, et on va vous dire que vous avez le Covid, que vous êtes positif, donc vous pouvez pas rester, vous pouvez pas aller voir les gens. Si, parce qu'en fait, apparemment, il y a un test de cycles qui se font 25 fois normalement et on le fait 50 fois chez nous. Donc bref, moi j'ai l'impression, écoutez, que je sais pas, que je trouve ça bizarre que les chiffres aujourd'hui des personnes qui sont soi-disant contaminées, augmentent comme ça du jour au lendemain, alors que voilà Qu'est-ce qui vous paraît bizarre ? Je voyais ce matin le tweet d'un médecin réanimateur dans l'Est de la France qui dit le service conventionnel qui se vidait va réapparaître du Covid. L'AREA, qui était grosso modo à une entrée Covid toutes les 24-48 heures, a fait 3 admissions hier. Moi j'ai pas le même son de cloche. J'ai encore une fois, après c'est toujours le même. Non, mais c'est la responsabilité individuelle. Parce que moi j'ai par exemple une amie qui travaille au CHU de Montpellier, qui est infirmière, qui s'occupait du cas Covid, effectivement. Aujourd'hui, le cas Covid à Montpellier est fermé. Il n'en reste un seul d'ouvert, et voilà, c'est pas aussi catastrophique que ça n'a été il y a le mois dernier. Le mois dernier, on le sait que c'est en octobre-novembre, on a des cas de contamination, que ce soit de grippe ou autre, et les hôpitaux sont submergés, quoi qu'il arrive, chaque année, Covid ou non. Et ça, c'est dû aux maladies en fait cet hiver, quoi. Donc moi, je trouve que le Covid a bon dos. Je trouve que le Covid a bon dos sur tout ce qui se passe. Je trouve aussi la docilité du peuple français qui est palpable à souhait. Je trouve ça incroyable. On dit que le peuple français râle à chaque fois, etc. Mais non, le peuple français obéit. Le peuple français est poli. Pourtant, le samedi, il y a des antifas qui vont casser du flic parce qu'on ne peut plus les filmer. Parce qu'on ne peut plus filmer la police quand, soi-disant, elle agresse des gens. Arrêtons. Là, pour l'instant, ça a été filmé très largement et très largement diffusé un peu partout sur les chaînes d'infos. Gérald, on vous a entendu. On vous a entendu, Alexis. Ce que dit Gérald, je pense, reflète une large partie de la population qu'on a ras-le-bol, en fait. Ça n'en finit pas. On n'en voit pas la fin. On a été très sages. On a obéi. On a écouté tout et n'importe quoi, tout et son contraire. On a vu des pontes des épidémistes, des professeurs qui n'étaient pas d'accord, qui disaient tout n'importe quoi aussi. Et là, on arrive, on dit c'est Noël, on a envie de voir ses proches, et c'est vrai que le fait que ça n'en finisse pas, c'est un vrai fardeau, et il y a l'impact psychologique énorme dont on parlait tout à l'heure de ce confinement, et puis l'impact économique dont on ne voit que les débuts, les prémices, mais qui va être terrible pour beaucoup d'indépendants et beaucoup de secteurs en 2021. Donc je comprends le ras-le-bol total, et de dire mais merde, à la fin, quoi. On va faire Noël, et puis on fera attention à ceux qu'on aime. Je pense que c'est important aussi d'être conscient de ça. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais ça ne veut rien dire, faire attention. J'entendais un médecin, encore un, qui disait si vous voulez vraiment être sûr de ne pas contaminer vos proches et les personnes âgées, il faudrait que vous vous confiniez pendant 1 semaine, que vous alliez faire ce test avant d'aller voir vos parents, et là vous êtes sûr de ne pas être contaminant, parce que si vous faites le test aujourd'hui
mercredi, mardi, et que qu'il est négatif et que samedi vous allez voir vos parents, vous pouvez entre-temps avoir contracté le virus. Oui, enfin, la paranoïa, à un moment aussi, on peut s'auto-confiner, s'auto-autoriser à sortir, se tester tous les 4 matins, respecter déjà les gestes barrières, c'est déjà bien. Je pense que les parents ont besoin de voir leurs enfants. Enfin, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment, le rapport humain, il est nécessaire aussi pour la santé, tout simplement. Ouais. Et il faut regarder aussi ce qui se passe en ce moment dans les EHPAD. Pardon. Pardon, allez-y, oui. Et je parle pas des cas de Covid. Je parle des anciens qui ont été quand même, parce qu'il fallait des mesures de protection que chacun a compris, qui ont été largement coupés de leur rythme de visite habituel et qui sont en train de tomber les uns après les autres. Il y a une surmortalité, en tout cas moi dans les éléments qui sont en ma possession, dans un certain nombre d'EHPAD, qui tiennent non pas au virus, mais simplement au fait qu'il a cassé des habitudes. Et encore une fois, je ne jette la pierre à personne en disant ça. Je ne cherche pas des responsabilités et des têtes à faire tomber. Je dis simplement qu'en protégeant, on a aussi des effets induits. Donc rien n'est simple, mais simplement prenons en considération que couper toute relation humaine, qui peut peut-être être un objectif de certains médecins en disant c'est le meilleur moyen finalement que de stopper les chaînes de contamination, couper toute relation humaine, c'est absolument mortel pour des êtres sociaux comme sont les êtres humains tout simplement. Absolument, et les psychiatres ne cessent de... Oui, les 6 à table, absolument. Mais à 6, on peut déjà faire un super réveillon. Bah oui, c'est déjà pas mal. Pensez au foie gras, ils en ont besoin, les producteurs. Merci à tous les 4. Oui, absolument. Dans le Sud-Ouest, les producteurs de foie gras ont besoin effectivement de vous pour les fêtes. Mais un foie gras à 6, ça va, hein, c'est suffisant. Merci à vous 4. On se retrouve demain pour d'autres infos. Bonne journée sur Sud Radio.